Bien, bonjour. Permettez-moi de revenir sur quelques éléments relatifs au budget d'hier. On a gratté un peu plus, mais il y avait des choses qui étaient déjà évidentes hier, dont une que je veux souligner, c'est un peu la grande arnaque de ce budget-là. La principale nouveauté, dépense du gouvernement fédéral étalée, selon le cas, sur 4 ans ou 5 ans, c'est sa prétention de créer de l'investissement, de créer un support sous la forme de crédit d'impôt, d'ailleurs, donc il faudra du temps avant qu'on sache qui en a vraiment profité, de telle sorte qu'on encourage les énergies vertes, au sens le plus large du terme. Là-dedans, il y a 21 milliards de dollars. Il y a à peu près 4 milliards de dollars pour des initiatives de transformation des pratiques industrielles ou des immeubles. Ça me semble tout à fait correct. Et le reste, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a de la séquestration du carbone, argent destiné directement à l'industrie pétrolière pour des technologies extraordinairement coûteuses qui marchent pas. Il y a de l'argent pour l'hydrogène gris. L'hydrogène gris est produit avec du gaz naturel extrait du sous-sol de l'Ouest canadien. C'est une subvention aux pétrolières pour une technologie qui n'est pas verte et qui n'est pas écologique et qui, en plus, implique à chaque transformation une perte énergétique. C'est des crédits d'impôt pour la production d'électricité. Là, on va regarder un peu comment ça fonctionne en production d'électricité, parce que ça inclut, dans la perspective des libéraux, la filière nucléaire. La filière nucléaire est essentiellement une filière ontarienne, avec un lobby ontarien. Le nucléaire, dans le contexte canadien, n'est pas une énergie propre. Point. C'est simple comme ça. Alors, essentiellement, il y a 17 milliards de dollars qui, sous la forme de crédits d'impôt, en prétendant que ces verts vont aller en subvention au nucléaire ou aux pétrolières. Ce budget-là n'est pas un budget écologique de quelque façon que ce soit. Pendant ce temps-là, à titre de comparaison, il y aura 338 millions, pas milliards, là, millions de dollars sur une période de 3 ans pour l'industrie forestière de l'ensemble du territoire canadien. C'est un budget qui est tout sauf vert. C'est un budget bonbon pour l'industrie pétrolière. De surcroît, il y a même une note dans le budget à l'effet que le Canada considère d'ouvrir à l'exploitation pétrolière l'Arctique extra-côtier. Ça doit vous rappeler les souvenirs d'une controverse récente aux États-Unis. Les milieux écologiques les plus fragiles seraient ouverts à l'exploitation pétrolière extrêmement dangereuse et dommageable pour ces écosystèmes-là. Qu'on ne nous fasse pas à croire, et je ne sais pas comment Stephen Guilbeault va gérer son miroir, mais qu'on ne nous fasse pas à croire qu'il y a là-dedans quoi que ce soit qui ressemble à un budget valable au plan environnemental. Je nous rappelle que l'Assemblée nationale a voté unanimement aujourd'hui une motion à l'effet qu'on ne veut aucune forme de subvention aux industries pétrolières, ce que le budget fédéral est dans son essence. Et je veux revenir un peu sur un enjeu qui semble assez important aujourd'hui, c'est celui du fameux programme centralisé de soins dentaires. Le gouvernement du Québec a réagi à juste titre en disant « c'est une ingérence si on ne peut pas créer des conditions pour transférer de l'argent au Québec dans un secteur où le Québec est déjà actif. C'est une ingérence. C'est une espèce de refele-le de l'ensemble du dossier des transferts en santé. Nous avons de l'argent. La vérité, quoi que dise le budget, et on pourra en reparler, c'est que les poches du gouvernement fédéral sont passablement pleines. Il décide de les garder pleines et de faire un exercice comptable de telle sorte que ça ne paraisse pas. À titre d'exemple, 40 milliards de crédits périmés, donc des sommes budgétées à chaque année qui ne sont pas dépensées, puis ça tourne toujours un peu dans les mêmes eaux, que le gouvernement peut utiliser simplement pour annuler son déficit de cette année. Mais le gouvernement veut rester dans une situation en apparence serrée au niveau financier parce que c'est la raison pour laquelle il prétend ne pas pouvoir donner aux provinces et au Québec ce qu'elles demandent légitimement. Dans le cas présent, 7 milliards qui iront sur plusieurs années sur les soins dentaires, une augmentation, une amélioration. Alors, tout ça peut être louable, mais le Québec ayant déjà son programme, le Québec dit, écoutez, on ne recommence pas ce débat-là. Envoyez-nous notre part de l'argent, on en fera bien ce qu'on voudra, puisque nous, on a déjà en place un programme. Ottawa répond, non, non, vous allez devoir respecter nos normes, nos conditions, nos paramètres et nos critères, sinon il n'y en aura pas de transfert. Comprenez bien que le gouvernement fédéral abuse de sa latitude financière,
du déséquilibre fiscal sur lequel on peut revenir, là. Le gouvernement fédéral n'aura plus de dette selon ses propres chiffres. Plus de dette, là. La dette est à zéro dans 30 à 40 ans. Alors que le directeur parlementaire du budget du gouvernement du Canada dit que dans 30 à 40 ans, le Québec et les provinces canadiennes sont techniquement en faillite. Ça nous indique clairement que ce gouvernement-là et que l'État central canadien a une latitude financière sans commune mesure avec ce dont disposent les provinces et qu'il utilise cette latitude pour imposer des conditions et acheter des juridictions sur le dos des provinces étouffées financièrement, en particulier au niveau de la santé. On en a un exemple ici, au niveau des soins dentaires. Merci au NPD, qui sont dangereusement utiles pour les libéraux. Blanchet, reste que le programme qui est proposé par le gouvernement fédéral est plus généreux que ce qu'on a droit actuellement au Québec, ne serait-ce que pour les personnes qui ont plus de 12 ans. Alors, est-ce que ce ne serait pas souhaitable que les Québécois puissent avoir accès à des services similaires à ce qu'on va pouvoir avoir à l'extérieur du Québec? Les Québécois élisent un gouvernement à l'Assemblée nationale du Québec et cette juridiction-là appartient exclusivement au gouvernement élu à l'Assemblée nationale du Québec. Si les Québécois sont contents de ce que fait leur gouvernement, ils le réélisent. S'ils ne sont pas contents, ils en élisent un autre. Ce n'est pas parce que ton voisin ne fait pas la même chose que toi que tu as le droit de faire une intervention dans ses compétences. Les compétences en santé sont exclusivement des compétences du Québec en de telles matières. Donc, est-ce que vous appuyez la demande ce matin, notamment des ministres de la CAQ, de pouvoir sortir de l'entente puis être compensé à la hauteur d'environ 3 milliards de dollars? De façon générale, le Bloc québécois appuie toujours lorsque Québec dit dans ma juridiction, transférez-moi l'argent, j'en ferai ce qui bon me semblera, ce que bon me semblera. You're not worried about this creating a two-tier system where Quebecers have fewer services that are paid for publicly than others in Canada? A few years ago, there was in Quebec an advertising about inflatable neighbors. I'm doing more, so you will do more, so I will do more, and the next one will do more again. This is not a federal jurisdiction, and it's not because the federal has so much more money than provinces in Quebec that the federal is entitled to say you will do this and that in your own jurisdiction. This is not to be allowed, and Quebec is right to say that we want our part of the money without any condition. Sur la captation carbone, vous avez été ministre de l'Environnement. Est-ce que c'est bien les milliards dévolus à cette technologie-là? En fait, tout ce qui a été tenté en matière de séquestration du carbone au Canada jusqu'à maintenant n'est pas un succès. Au niveau technologique, en théorie, ça peut fonctionner. Au niveau financier, c'est complètement et dramatiquement hors de prix. C'est une façon détournée de donner des subventions aux industries pétrolières. Il y a de la recherche qui se fait ailleurs dans le monde avec davantage de succès, mais dans des conditions géologiques passablement différentes. La meilleure manière, encore aujourd'hui, de capter du carbone, c'est une politique de gestion de la forêt qui soit intelligente. Puis sur le nucléaire, les subventions qu'on veut offrir, notamment pour les petits réacteurs modulaires, c'est quoi votre lecture de ça? Pourquoi est-ce que vous pensez que le gouvernement veut offrir ce genre de subventions-là à cette industrie? Le petit réacteur modulaire est une bébite extrêmement sympathique. Mon estimé collègue de Joliette dirait que c'est une bombe sur des roulettes. C'est sympathique. Pourquoi? Parce que, à l'heure actuelle, l'industrie pétrolière est obligée d'utiliser l'énergie du pétrole pour extraire le pétrole. Et là, avec des mini-centrales nucléaires, ils vont utiliser l'énergie nucléaire pour extraire du pétrole, pour ne pas brûler leur propre pétrole parce qu'ils veulent aller le vendre. C'est brillant en termes purement économiques, c'est catastrophique en termes environnementaux, c'est subventionné par l'argent de la totalité des Québécois et des Canadiens au bénéfice de l'industrie nucléaire et de la filière ontarienne. In English, on your criticism of the clean tech money in this budget, why don't you think it's green? The clean tech money in this budget is basically $17 billion, which are under the form of credit tax offered to oil and gas companies to invest in some technologies that will not be helpful for the environment. Gray hydrogen is not good for the environment. Nuclear power is not good for the environment. And carbon sequestration capture is not possible under any economic conditions as we know them now. So it's money for the oil and gas industry. And the opening of the far north offshore to some
exploration and eventually drilling, which is a terrible thing to do to the environment. Vous avez lancé une petite pointe au NPD, M. Singh. Ce matin, il disait rien de ça aurait été possible sans l'NPD, c'est notre programme de soins dentaires. Avez-vous la même lecture des choses? Bien, si rien de ça avait été possible sans le NPD, il aurait dû s'abstenir. Ça aurait été un meilleur budget. À l'heure actuelle, c'est un budget qui sert essentiellement à détourner des sommes qui devraient être directement payées au Québec et aux provinces en matière de santé vers l'industrie pétrolière. Si c'est ça un bon budget, j'ai un gros problème. C'est un gouvernement qui avait une marge de manœuvre de l'ordre de 80 milliards de dollars, dont il ne dépensera cette année qu'une petite fraction, gardant une marge de manœuvre très importante, vraisemblablement pour un budget l'année prochaine, qui a des chances plus importantes d'être un budget électoral. Donc, le déséquilibre fiscal et la manipulation des chiffres par le gouvernement Trudeau fait qu'à peu près tout le monde a acheté l'idée qu'il y avait un déficit. La réalité, c'est que les crédits périmés compensent pour le déficit. Merci. Il faut y aller, la parade. Ah, Mais on peut revenir sur sa question? Bon. Ben, oui, moi je la suis, hein, c'est elle la bosse. Pour M. Sainte-Marie, moi, je veux savoir l'impôt minimal pour les On avait trop de fun pour arrêter. Bon. Impôt minimal, on cherche 11,5 milliards de nouveaux revenus chez les très riches. Est-ce que ça va marcher, ça? C'est-tu réaliste? Bien, on est tout à fait d'accord avec le principe. Ça semble bien intéressant, mais il faut attendre de voir les détails, comment ça va être opérationnalisé, parce que ça va être utilisable. Je n'ai pas vu autant de mesures pour une meilleure fiscalité dans ce budget-ci. Donc, c'est à suivre. À vous écouter, vous, le fait qu'il n'y ait pas de retour à l'équilibre budgétaire, qu'on ait retiré ça pour 2027-2028, ça ne vous inquiète pas particulièrement? Le coût de la dette avec les taux d'intérêt élevés non plus? Bien, il y a une contradiction intrinsèque dans les chiffres du gouvernement qui dit d'un côté, je suis en déficit de 40 milliards, mais qui dit dans 30 ans, il y aura zéro dette. Et son calcul pour arriver à l'effacement de la dette dans 30 à 40 ans est cautionné par le directeur parlementaire du budget. Donc, il y a une des deux affaires qui n'est pas vraie. Lorsqu'on sait qu'en crédit périmé, il y a 40 milliards et en marge de manœuvre, en maintenant le ratio entre le PIB et la dette, il y a un autre 40 milliards cette année et qu'on regarde les nouvelles dépenses de l'État canadien, on se rend compte qu'il a dégagé une énorme marge de manœuvre. Une inflation sans récession, c'est extrêmement payant pour un gouvernement. Lorsque la récession s'en mêle, ce qui pourrait arriver dans les prochains mois, évidemment, les revenus du gouvernement tombent. Si ça vous tente, on va parler un peu de Speak White dans les prochaines minutes. Plaisir.